Bon. Ça passe. Vous avez une vision du crossover un peu particulière, on en parlera, mais ça se regardait, voilà. Le premier épisode me pose quand même pas mal de soucis, hein. J'ai envie de dire le second aussi, mais c'est vraiment relativement minime par rapport à ce qu'il y a avant. Mais ce premier épisode repose quand même sur une grossièreté bien ennuyeuse. Puisque il y a notre petite famille qui doit s'arrêter à la prochaine ville du coin qui s'appelle Rabbit Vale, c'est ça. C'est le coin vraiment ultra chic, quoi, avec des riches qui vivent, tout coûte super cher, tout est doré. Ils doivent s'arrêter parce que la selle de vessie s'est cassée pile poil à ce moment-là. Ah, pas de chance. Et donc, en se promenant un petit peu dans le coin, on était obligé de s'arrêter. Ils essayent un peu de pas trop faire gaffe au luxe, mais finissent par tomber, comme par hasard, sur Wally, qui vit ici. En fait, ça a toujours été un petit peu sa vraie identité. C'est un noble de cet endroit qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre à Wardwood, je sais jamais. Bref, tout d'un coup déjà, comme par hasard, il faut qu'il tombe sur lui à ce moment précis où il joue son rôle de fils de bonne famille à ce moment-là. Et ouais, donc ils vont être un petit peu pris là-dedans, quoi. Il les reconnaîtra, enfin, ils se présenteront à lui. Son père, gros duc de la Haute, qui les accueillera, mais avec ses coutumes, tandis qu'il se dit ah ouais, le luxe, la richesse, très bien. Ça ne le dérange pas plus que ça de les accueillir, alors qu'ils découvriront des trucs ultra typiques dans le genre parodie un peu recherché, dira-t-on. Disons que ouais, il y a un truc qui, je suis sûr, aura plu à pas mal de gens depuis le début de cette série, c'est le fait que ouais, les gags osent aller un petit peu loin, osent être un petit peu glauques et dégueu à un niveau qu'on n'oserait clairement pas pour une série familiale, une série pour enfants. Surtout, il y a plusieurs années de ça. Donc j'imagine que ce genre de truc doit vous plaire. Si vous là, ça doit vous changer un petit peu. Mais j'imagine que ça doit aider. Personnellement, ça suffit pas. Ça ôte rien à la grossièreté de la chose et au fait que c'est pas parce que vous osez faire quelque chose d'un petit peu plus dégueu et un petit peu plus osé que tout d'un coup ça devient génial en termes d'écriture comique. Donc voilà, il découvre des tonnes de trucs, de petites excentricités de riches bien grasses. Tandis que bon, Anne va un petit peu parler à Wally. On se remémorera un petit peu, il fallait un petit peu que ça arrive, leur histoire dans la saison en disant mais comment ça se fait que tu sois un noble, je croyais que tu aimais être un SDF taré qui joue de l'accordéon là où on vit, mais en fait non, c'est une façade. C'est en fait un rôle qui se donne pour pouvoir être un peu lui-même. C'est-à-dire pas juste être quelqu'un qui aime faire de l'accordéon en étant un petit peu plus modeste, non, non, j'aime être le faux du village qui se fait railler, qui vit dans des étables en jouant de mon accordéon. C'est un petit peu le truc qui passe pas très bien chez moi. En fait, c'est ce qui passera pas du tout chez moi en termes de cohérence. C'est que moi, je veux bien croire qu'un type de la haute se sente un petit peu mal à l'aise dans ce milieu parce qu'il y a un peu trop de règles, c'est trop coincé. Même si on voit que c'est pas si coincé que ça, vu les nombreuses références bien grasses qu'on fait sur les excentricités des riches. Je veux bien croire qu'il veuille se faire passer pour quelqu'un de plus modeste, mais un SDF le fou du village, c'est son truc. C'est ça le trip en fait. Ça aurait pu être juste quelqu'un d'un tout petit peu loufoque qui joue de l'accordéon, c'est plus que ça. C'est le fou du village qui vit dehors et qu'on traite un peu comme une merde pour beaucoup de gens. Et ça lui plaît en fait. Il peut pas avoir une vie modeste mais qui marche quand même un peu décente. Non, 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 il faut qu'il aille jusque-là, quoi. C'est un peu ridicule. Et surtout le fait que, oui, quoi, vous avez pas oublié un peu la règle principale que vous avez instaurée dans votre première saison, c'est-à-dire que vous pouvez vous rendre d'un coin à l'autre que durant une période un peu donnée. Il va y avoir une période de givre assez élevée qui fera en sorte que vous ne pourrez plus vous rendre entre les deux endroits. Et ça veut dire quoi? Qu'il a passé 4 mois à Wardwood et jamais sans voir sa famille, et ça a pas fait tiquer qui que ce soit, apparemment?
apparemment. Hein. Mais bon, Anne, voyant qu'il se cache un peu de qui il est, alors qu'il voudrait un peu que son père l'accepte comme il est, voit un parallèle ultra évident avec un film qu'on a montré au début de cet épisode, hein, parce que vraiment vos parodies, vos parallèles sont tellement subtils, où c'était une danseuse de ballet qui en fait aimait faire du hip-hop à la place, et sa famille qui l'acceptait à la fin. Et apparemment c'est tout le principe du film, quoi. C'est ça, quoi. Je veux faire du hip-hop, je le dis rapidement à la fin et ça va bien, happy end. Il y a pas de conflit étalé particulièrement entre ces deux moments-là, apparemment, vu comment on nous le montre au début. Et donc, il croit que ça va se passer exactement comme ça. Enfin, elle croit que ça va se passer exactement comme ça si elle fait la même chose pour Wally. C'est-à-dire dévoiler que c'est quelqu'un qui aime jouer Clodo, les fous du village, qui joue de l'accordéon accessoirement. Est-ce que c'est la même chose pour elle? Elle est complètement conne. Elle croit que le vrai monde marche comme dans les films. Et le truc, c'est qu'elle n'a pas totalement tort au bout du compte quand on verra la résolution, c'est ce qui est ridicule. Et c'est ça que je trouve un petit peu naze. Je vais en parler un petit peu. C'est le fait que ça essaye de faire cette espèce de petits commentaires. Ah, vous voyez, les films et la vraie vie, et c'est pas pareil. Vous voyez que notre héroïne, comme elle est conne, elle sait pas faire la distinction. Alors qu'en fait, au bout du compte, vous faites exactement un déroulé typique de ce genre de situation. Hein, avec juste un tout petit peu plus de conflits à gérer entre temps. Mais sinon, c'est la même chose. Exactement la même chose. Et vous vous croyez particulièrement malin parce que vous vous moquez de ça et vous faites quelques délires un petit peu osés entre-temps. Et tout d'un coup, je suis censé trouver que votre intrigue, elle est géniale. Non, votre intrigue, elle est ultra bateau, ultra basique. Et c'est pas parce que vous faites un clin d'œil à la caméra en disant «Ah ah, vous voyez, on a conscience de tropes super typiques de ça», que ça change les choses. Mais apparemment, ça ne dérange pas les gens, vu qu'une fois de plus, le film Tic et Tac, Ranger du risque est apprécié par beaucoup. Donc, tant mieux, hein, si vous aimez ce genre de truc. C'est ça ce truc, c'est tellement feignant dans sa façon de recycler, de justifier son histoire ultra classique que c'est un peu insultant. Mais son histoire classique, si on la prend comme ça, j'ai rien contre ce genre de trope, hein. J'aime bien l'idée, et c'est ce qui fait que j'arrive à apprécier un petit peu malgré tout ce délire-là, quoi. Oui, il y a Anne qui dévoile un petit peu à tout le monde ce qu'elle a un petit peu filmé sur lui lorsqu'il était à Wardwood. Bien entendu, sa famille le prend mal et il dit pas tout de suite «Ah, viens dans mes bras, mon fils, je t'accepte tel que tu es». Il dit «Non, je n'accepte pas ça, je vais te forcer à rester ici». Et lance un défi à son père pour pouvoir décider de sa vie, c'est-à-dire partir ou rester ici. Il y a Anne qui se sent mal et qui se propose de l'aider lors du concours de polo. Complètement ridicule, mais bon, exagéré comme d'habitude, hein, c'est Amphibia, pour qu'à la fin il finisse par gagner en utilisant son accordéon qui l'a toujours rangé dans les cheveux d'Anne depuis tout ce temps. Ok, sauf qu'elle s'est lavé les cheveux à quelques reprises, mais bon, c'est une façon, ses cheveux, c'est... Bon, il gagne, quoi, il gagne, il peut se faire valoir comme ça en disant, tu sais, papa, je veux être un peu moi-même, mais je veux pas non plus quitter la famille, quoi, je t'apprécie tel que tu es, et son père dit, ok, très bien. Et donc, tu vois, la résolution que Anne avait vue, bah, c'est exactement la même que dans son film, quoi. C'est pareil, seulement il y a eu un tout petit peu plus de soucis entre-temps. Et en règle générale, c'est ce qui se passe dans les films, hein. Vous essayez de vous moquer un petit peu de la formule typique des films, seulement c'est beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans cet épisode que ce qu'on voit juste dans le faux film que vous montrez, ça, cette formule typique. Oui, la mère de la danseuse de ballerine, elle va pas accepter comme ça que sa fille danse du hip-hop. Il y aura du conflit, il faudra qu'elle accepte ça à travers un peu de conflit qui s'étalera un petit peu, comme vous essayez de le faire dans cet épisode. Et c'est une formule qui me dérange pas, en soi. J'apprécie de voir ça, je trouve que quand on va au-delà des petits délires abusés et de l'autoréférence, le petit cynisme, et vous voyez, on a conscience du trope, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein, si on prend pas trop en compte la continuité un peu grossière à voir entre ça, parce qu'il faut vraiment forcer pas mal de trucs pour accepter que ce soit raccord avec ce qu'on a vu de Wally jusqu'à présent, ça passe, ça passe. Mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Et je suis un peu partagé pour cet épisode-là, parce que
Oui, ça développe le personnage de Wally, et c'est un personnage un petit peu notable, mais est-ce que ce personnage aura un rôle important en fait? Est-ce que sa relation avec elle aura un rôle important par la suite? C'est la grande question qui tue, hein, la question à 100 euros. Donc, personnellement, je le mets entre parenthèses, possiblement du filler, peut-être pas, mais on verra. Et quant au suivant, je vais pas le considérer comme filler, même si j'aurais eu quelques doutes pour ça. Puisque le suivant, nos personnages vont s'arrêter à un petit village où Anne sera considérée comme un monstre. Et elle dit, ah oui, c'est vrai, on me voit un petit peu comme un monstre, faut que je m'y fasse, j'ai encore du mal, tout ça, tout ça. Je me dis, à quel putain de moment, c'est super variable, c'est super chiant, quoi. Et on a vu à plusieurs reprises des escales que vous avez faites dans différentes villes où t'étais pas obligé de te mettre sous une capuche pour masquer ton visage et ça dérangeait personne, tout le monde t'acceptait comme ça. Et là, tout d'un coup, ah non, il faut cacher son visage parce que quand on la voit, on a peur d'elle, tout ça. C'est tellement, tellement inconstant, quoi. C'est la preuve flagrante que vous ne savez pas vous mettre d'accord entre scénaristes d'épisodes, parce que ce genre de truc, ça ne devrait pas passer. Et le fait qu'il y ait autant de fans de cette série qui ne pointent pas des trucs aussi évidents que ça me sidère. Vous en avez rien à foutre de l'écriture de votre série apparemment, c'est dingue. Mais bon, voilà, donc dans ce village en particulier, et pas les quatre autres qu'on a vus avant, où ils sont arrêtés, où il n'y a pas eu de problème, elle est mal vue parce qu'elle est bizarre, hein, physiquement, c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir. Et elle essaye un petit peu de désamorcer la situation en faisant un peu la guignole pour amuser la galerie, et ça marche, on la paye, bien, on lui balance des pièces, hein, c'est un petit peu le phénomène de foire. Et on lui fait aussi part du fait que il y a un musée de cire qui leur rappelle un petit peu les étrangetés telles quelles, et elle est intéressée, elle est un petit peu curieuse. Donc elle se rend à ce musée de cire qui est tenu par une grenouille bizarrement familière. Où est-ce que j'ai vu un personnage comme ça? Je ne sais pas trop. Peut-être dans la série Réponse ou Phineas et Ferb. Je sais pas. Ça me dit quelque chose, je vois pas trop, hein. Bon, évidemment, la référence est évidente. Et ça me permet de revenir un petit peu sur ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps pour l'épisode précédent. C'est-à-dire que on va totalement essayer de jouer sur le parallèle que ça met en place. Regardez, c'est Stan Pines de Gravity Falls. Et il y a, je pense, le même doubleur. Je suis pas très habitué à la VO, je pense que c'est le même doubleur. Et il présente sa collection exactement comme Stan Spice le ferait. Et on voit que c'est un peu un arnaqueur comme Stan Pines. Et il a le même look, etc. etc. Et à un moment donné, il a même un balayeur de service, le peu qu'on en voit, qu'il appelle Frog Sauce. Enfin ouais, mousse grenouille quoi, qui fait un commentaire ultra méta. Et ça vous est jamais venu à l'idée qu'on serait des personnages d'un univers parallèle et où il existerait des tonnes d'autres univers parallèles, il y aurait des équivalents à nous. Continue de balayer, on s'en fout. C'est ce genre de truc qui fait un peu comprendre en fait ce qui fait bander le spectateur lambda. J'exagère peut-être un petit peu avec mes mots, cette espèce de besoin de reconnaissance presque. Du genre, regardez-moi, j'ai suivi votre série et d'autres, je fais des théories dessus, reconnaissez que j'existe, faites-moi un signe, et on fait ce gros clin d'œil aux fans qui ont pondu cette théorie ultra évidente, comme quoi ça se passerait dans le même univers que Gravity Falls, ça. Bah oui, hein, il tombe sur un objet un peu magique, comme on en voit à Gravity Falls, qui mène à un univers parallèle, et donc un ton un petit peu exagéré comme tout ça. Ça sent un petit peu le truc qui pourrait être fait dans le même univers que Gravity Falls, et donc on fait ce gros clin d'œil, si ça se trouve, c'est le même univers que Gravity Falls, hein, spectateur, hein. C'est le même principe, et tout le monde va se sentir pousser des ailes en voyant ça, en disant, ah, punaise, ils reconnaissent que j'existe, wow. C'est moi, je m'en fous royalement. Sérieusement, je trouve ça triste. Je trouve ça tellement triste. Et j'ai le sentiment que c'est ce qui fait que tout le monde a... Enfin, tout le monde, une bonne partie des gens ont mouillé leurs culottes, si j'ose dire, devant Tic et Tac, Ranger du Rix, que le film. C'est-à-dire que
il y a tellement de références à l'animation, à des trucs un peu typiques de la reconnaissance internet de pas mal de créations d'animation, notamment Sonic le Moche, et avoir ce film qui fait ses clins d'œil pas du tout subtils sur le fait que eh, vous voyez spectateurs, on fait un truc qui pense comme vous, hein. Tout de suite ils vont se sentir pousser les ailes et se dire ah c'est trop génial. C'est trop génial, ce film reconnaît mon existence. J'ai trop besoin de ça dans la vie. Non, t'as pas besoin de ça, mec. T'as pas besoin qu'un film, qu'une œuvre vienne de façon grasse te dire je sais que t'existes. Tu peux juste profiter de cette œuvre. Et ça, pour moi, ça devient lourd. Parce que justement, je fais pas partie de ces gens qui ont besoin d'être reconnus par l'œuvre qu'ils regardent. J'ai juste besoin de voir une très bonne œuvre, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Hein. J'ai pas besoin qu'on me fasse des clins d'œil. Et c'est apprécier des clins d'œil qui peuvent être un peu subtils et qui prennent pas trop de temps et qui n'alourdissent pas le truc. Je sais apprécier quand on fait quelques petits clins d'œil rapides à la communauté dans Avatar à un moment donné. On l'a fait aussi un peu de temps en temps de façon un peu subtile, des fois assez grasse dans My Little Pony, ça dépend des cas. Et ouais, dans ce cas-là, je trouve que c'est un petit peu abusé. Je me suis dit, la référence visuelle est suffisante. Le fait qu'on insiste un peu sur tellement de trucs pour que ce soit le même personnage à l'identique, mais avec un tout petit peu des ambitions différentes pour que ce soit juste le méchant du jour. Voilà, excusez-moi pour cette grosse parenthèse. C'est pas pour dire une seule seconde que tout d'un coup j'aime pas cet épisode à cause de ça. C'est juste que ça m'a totalement fait comprendre pourquoi il y a autant de gens qui ont ce besoin presque maladif de ces clins d'œil très grossiers à la culture internet sur les œuvres. Que ce soit donc dans cet épisode ou en particulier dans Tic et Tac Ranger du Risque. Ça me fait de la peine en fait. Je veux dire, ça me fait vraiment de la peine, personnellement. Mais bon, c'est juste une scène. C'est juste une scène qui me gêne un petit peu dans ce sens-là. Le reste, j'ai apprécié la référence malgré tout, qu'on soit d'accord. Et sinon, bah, il y a une histoire autour de ça quand même. J'ai pas non plus passé 5 ans là-dessus. Il y a donc lui qui garde un musée de cire où c'est un petit peu bizarre quand même parce qu'il y a certaines sculptures qui semblent un petit peu bouger de ces créatures étranges en tout genre. Et il y a Anne qui est un petit peu intéressée par ça alors que les autres sont un petit peu flippés par ça. C'est un petit peu bizarre quand même. C'est très changeant ça aussi, ce genre de truc. Des fois c'est elle qui a peur de certains trucs alors que d'autres non. Des fois c'est l'inverse. Ouais. C'est selon les besoins du scénario quoi. Et au bout d'un moment elle tombera sur un lecteur de CD laser. Plus comment il appelle un skip truc muche, qu'elle est contente de voir, parce que c'est trop la technologie de son monde, sachant qu'il y a beaucoup de technologies typiques de son monde qui sont là-dedans de temps en temps, mais bon, et elle voudrait bien avoir ça, je dis d'où ça sort, etc., etc. Et c'est là que donc Stan Pine lui propose un marché, enfin c'est plutôt elle qui propose le marché, parce qu'au début il voulait vendre ça super cher, de lui servir un petit peu de curiosité pendant une journée, pour avoir ça juste après en récompense. Et aussi l'explication d'où ça venait. Et donc bon, ça semble bien marcher, même si y a quand même Pop et compagnie qui ont un petit peu des doutes là-dessus. Hein. C'est un peu flippant cet endroit. Et c'est un peu tout en fait. Hein. Ils trouvent ça juste louche. Et puis bon, le gars est pas du tout subtil dans le fait qu'il est louche. Faut dire ce qui est. Mais c'est une bonne partie du gag de cette série, c'est-à-dire que on ne peut pas faire quelque chose de subtil. Donc, ouais, le mec, il est louche, il a des idées un petit peu discutables derrière la tête, donc il faut qu'il ait cet air ultra ahuri, ce gros sourire bien sinistre. Ah, je t'attends! Ah, je suis quelqu'un digne de confiance, crois-moi! Ce genre de truc, ouais. Oui, hein, tu vois tout de suite venir la chose. Elle décide de se barrer en catimini en faisant pas totalement confiance à Pop parce qu'elle est beaucoup trop pressée, parce qu'elle n'arrête pas de régresser à ce niveau-là. Des fois, elle accepte de faire gaffe, des fois non. Voilà, et elle décide de se rendre
à ce musée durant la nuit où elle se fait piéger stupidement parce qu'au bout du compte, le truc c'était pas qu'il produisait ses sculptures lui-même, c'était qu'il piégeait ces différentes créatures en les mettant dans l'huile pour les figer et en faire donc des pièces pour son musée. Et donc Anne, c'est sa prochaine pièce de collection. Et alors, grande chance pour elle, il y a sa famille qui est réveillée genre 10 minutes après qu'elle soit partie pour aller la sauver. Et après coup, bon, c'est très typique. Voilà, elle menace d'être tuée. Il y a nos héros qui essayent de la sauver, ils se mettent les pieds dans le plat. Mais à un moment donné, il y a Polly qui, sans faire exprès, commence à décirer une des créatures qui a été enfermée dans la cire pendant je sais pas combien de temps. Ça peut tenir combien de temps sans manger ces machins-là parce qu'ils devraient être morts, hein. Mais bon, cartoon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il libère un petit peu tout le monde, ça fout le bordel. Ils finissent par s'attaquer à Stan Pines qui meurt. On le voit hors champ, mais il meurt. Ils le disent même de façon super claire qu'il meurt. Tandis que Anne est libérée. Il faut la décirer aussi parce qu'elle a malheureusement été prise dans la cire et elle s'excuse en disant quand même qu'elle a appris grâce au mec que cet objet venait de Newtopia, donc la ville vers laquelle ils se rendent, et que donc ils sont sur la bonne voie pour trouver quelque chose de son monde. Et peut-être même son ami. Et étant donné que j'ai vu le titre de l'épisode précédent, j'ai une forte raison de croire que oui. Mais au-delà de ça, ça montre une fois de plus qu'ils étaient là pour elle, qu'il faut qu'elle fasse gaffe à suivre un petit peu le mouvement et pas être trop téméraire. Une leçon qu'elle a déjà apprise, c'est chiant. Je comprends le principe de faire réapprendre les mêmes leçons à certains personnages parce que certaines choses ne s'ancrent pas tout de suite comme ça. Mais il faut justifier pourquoi ces choses ne s'ancrent pas. Et je suis désolé, mais là, je peux pas. Je peux pas accepter qu'elle n'accepte pas d'attendre un tout petit peu parce qu'ils disent pas non, on laisse tomber l'idée, ils disent juste attends un petit peu, on y va ensemble, on est prudent. Elle ne peut pas accepter cette idée-là et veut faire ça le plus vite possible. Parce que l'histoire a besoin de se faire comme ça. Elle doit être en danger pour foutre le suspense. C'est tout, hein, c'est la seule explication. Et c'est un peu gonflant. Parce qu'en dehors de ça, je trouve pas que ce soit mauvais. Hein. C'est vraiment ça qui est dommage. Hein. En dépit de ça, je trouve pas une seule seconde que le concept soit mauvais. Cette espèce de musée de cire un peu horrifique. Ce parallèle qui est plutôt drôle avec Gravity Falls, si on nommait le gros clin d'œil bien gras. C'est fun, c'est fun. Et le fait qu'on mette un petit indice à la fin sur le fait que Anne est sur la bonne voie par rapport à la présence humaine sur le coin, c'est cool. Et je pense sincèrement que ça fait partie des quelques épisodes pensés par ceux qui écrivent l'intrigue centrale, en fait. Si j'ose dire. Je sais pas exactement combien il y a de scénaristes sur cette série, mais ça se sent qu'il y en a plusieurs qui travaillent différemment sur plusieurs épisodes à part les uns les autres. Et il y en a un ou deux qui se sentent vraiment sur l'intrigue fil rouge réelle, quoi. Vraiment, les épisodes qui amènent pas mal de choses. Et je pense qu'ils se sont occupés de ça. C'est pour ça qu'ils ont fait gaffe au côté Anne est un monstre et on la voit mal physiquement alors que d'autres ils n'en ont rien eu à foutre. Hein, c'est un détail dont on se foutait réellement dans les autres épisodes. Qu'il a voulu faire cette espèce d'appel aux fans et de piste pour la suite. Ça se sent un petit peu. Et on sent un petit peu le besoin d'appuyer un fil rouge un petit peu notable dans cet épisode, contrairement à d'autres. Donc ouais, je peux pas dire une seule seconde qui mérite pas d'être considéré comme non-filler. C'est un non-filler, clairement. Mais ouais, j'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus, vraiment. Je voulais faire ça court, c'était long comme d'habitude. Mais bon, pour une fois, ça m'a pas énervé plus que ça, donc cool. Et l'épisode suivant a l'air bien parti vu son titre pour me plaire, au moins un petit peu. Bon, on verra. À bientôt pour l'épisode 6. Bye!